pratique. Et je laisse la parole à Nicolas. Merci Vittorio. Vous m'entendez, c'est bon? Okay. Alors, suite au slide présenté par Vittorio sur la consolidation des différents retours d'expérience qu'il a pu faire avec les prestataires ASIAL, je vous propose de vous parler de MAPI et de voir comment chez MAPI nous sommes passés à l'agilité en 2 étapes en réel, puisqu'on a fait un affinage une fois qu'on fait au concret. Je vous propose une présentation en 4 parties. Je vais vous raconter un petit peu le contexte MAPI pour qu'on sache tous, qu'on ait tous le même vocabulaire. Ensuite, la première transition vers l'agile de toute la direction technique. Donc, je suis responsable des activités de test, assurance qualité logicielle chez MAPI. Cette équipe fait partie de la direction technique de MAPI. Ensuite, comment nous, équipe actuelle, nous avons amorcé une seconde transition, et surtout pourquoi nous avons amorcé cette seconde transition. Et enfin, on fera un bilan conjointement avec Vittorio. Alors MAPI, vous connaissez très probablement toute la partie grand public, les applis sur iPhone, sur Android, sur iPad, le site web mobile. En réel, ces applicatifs s'appuient sur une plateforme qu'on appelle plateforme cartographique. Vous n'avez pas forcément besoin de connaître les détails. Dites-vous que c'est la brique serveur qui dessine des plans, la brique serveur qui calcule les itinéraires, voilà, des serveurs. Pourquoi je vous montre ça? Pour vous expliquer comment sont découpées les équipes techniques de MAPI. Donc, les équipes techniques de MAPI, c'est une équipe web en vert, des développeurs qui font du JavaScript, du PHP, etc. Une équipe dev web. Une équipe dev mobile embarquée qui travaille sur l'appli iPhone, l'appli Android, qu'on appelle Maps, celle que vous avez, j'espère, tous sur vos smartphones. Une équipe externe qu'on appelle équipe GPS, qui travaille sur les applis GPS, comme leur nom l'indique. Et pour aujourd'hui, disons, une grosse équipe qu'on va appeler l'équipe serveur. Et aujourd'hui, je ne vais vous parler que de l'équipe qu'on appelle chez nous actuelle app, donc les testeurs fonctionnels qui ne travaillent que sur les produits front. D'accord? Les produits que vous avez vous entre les mains, normalement, pour vous télécharger tout à l'heure. Donc on ne parlera pas d'actuel perf. Si vous voulez, on peut en parler ensuite, mais ce n'est pas le sujet pour le moment. MAPI, il y a 2 ans à peu près, a décidé de passer à l'agile, un petit peu comme tout le monde, sur les 5 dernières années, on va dire. Et on a probablement qui sont dans cette salle parce qu'ils veulent passer à l'agile. Pourquoi MAPI est passé à l'agile? Pour essayer de briser l'effet tunnel. On était en cycle en V standard. Le marketing travaille sur une définition de produit, et puis 12, 15, 20 semaines plus tard, ça part en prod. Et entre les deux, il y a un gap, il y a une équipe de test qui est là pour essayer de voir si ça match. Mais bon, on a un bon tunnel de 3-4 mois. Pour améliorer le time to market, du coup, si on pouvait essayer de réduire un petit peu le délai, ce serait bien. Pour rapprocher marketing et dev, vous avez tous, j'imagine, la même guéguerre que chez nous, entre les gens qui définissent les produits et puis ceux qui trouvent ça très compliqué de le faire et qui aimeraient bien travailler sur des fonctionnalités un peu plus petites. Et enfin, parce que notre directeur technique, à l'époque, voulait suivre la tendance, tout simplement. Est-ce qu'il y a des directeurs techniques ici qui veulent suivre la tendance et passer en feature team? Il y en a. Okay. On a fait un premier déploiement Scrum by the Book. Je vous le fais très rapide. On a formé tout le monde, donc une cinquantaine, soixantaine de personnes, du côté de la direction technique, mais aussi du côté de la direction produit. On a découpé les fonctions par grandes fonctionnalités, on a mis en place des backlogs à l'échelle de chacune des équipes techniques. Donc, si vous reprenez l'image de tout à l'heure, l'équipe web, l'équipe mobile, l'équipe GPS, et puis l'équipe actuelle qui est un petit peu transverse. On a mis en place les cérémoniaux dans toutes ces équipes techniques, sprint planning, stand-up, board, démo, rétro. Vous n'êtes pas là pour apprendre les termes de l'agilité, vous connaissez tout ça. Et on a fait ça en moins de 2 mois. Voilà, on y allait super vite, tout le monde était volontaire, donc c'est parti, on envoie. Et puis au bout de quelques mois, donc pas 2, on a attendu un petit peu avant de faire un premier bilan, on a fait un premier bilan sur ce passage un peu speed à l'agile, au Scrum. D'un point de vue dev et produit, super. Donc déjà côté dev, on a profité pour améliorer notre intégration continue. Donc dès qu'il y a un développeur push, hop, c'est visible sur la snap, tout le monde est content. La priorisation, la mise en place des backlogs a vraiment simplifié les communications entre le dev et le market. Les équipes dev étaient bien focus sur les fonctionnalités les plus importantes. Du coup, c'est bien les fonctionnalités les plus importantes qui étaient développées en premier. Donc, top.
La visibilité produit a été grandement améliorée. On met en place une démo toutes les 2 semaines. C'est génial, le market demande quelque chose et 2 semaines plus tard, il le voit en démo devant toute l'entreprise. Donc il n'y a pas 150 personnes dans la salle, mais il y en a bien 50 à chaque fois. On voit bien ce qui se passe dans le produit. Du coup, les devs et le market se sont vraiment rapprochés. Mais d'un point de vue actuel, nous aussi on est passé à l'agile, on a mis en place un backlog de l'équipe actuelle, donc juste l'équipe qui teste. Et on s'est très vite rendu compte qu'il manquait quelque chose, parce qu'on n'a pas synchronisé nos backlogs avec les devs, et du coup, quelle était notre priorité à nous? C'était de valider le produit qui allait bientôt partir en prod. Donc on était toujours en tuilage fort, et on n'était pas vraiment aussi proche des devs que pouvait l'être le market. Quand l'itération est finie, le dev montre à son produit la fonctionnalité. L'équipe de test, elle, est en train de travailler sur le produit qui a été développé il y a 6 semaines, 8 semaines, parce que c'est celui qui part en prod là dans 3-4 semaines. Donc, on avait un problème de décalage fort entre la réalité dev et produit et notre réalité à nous qui était la roadmap produit de MAPI 4.8. Ça sort dans 3 semaines, on y va les gars, et il faut être sûr qu'il n'y ait pas de bug. Donc le release testing, comme je l'ai entendu tout à l'heure, a généré quelques couacs dans l'organisation MAPI et dans le passage à l'agile. Merci Monsieur Pi. Revenons à la presse. Bon, on a constaté quoi? Un éloignement fort entre les devs et les testeurs, et surtout qu'on n'était pas forcément capable d'accélérer la roadmap. Donc, on s'est dit, ok, on va améliorer l'agile, et puis vous êtes pas mal là pour ça, je crois, pour savoir quels sont les 2-3 tips que je pourrais vous donner et qui ont fonctionné dans le contexte MAPI. Est-ce qu'ils seront applicables chez vous? Ça se discute. On s'est fixé 2 objectifs assez simples, et puis quand on regarde le test, les bonnes pratiques du test, ça remonte très vite. Réduire le time to test, ok, et rapprocher marketing, dev et test. Bon. Rien de bien révolutionnaire. Comment on l'a fait? Alors, on s'est dit qu'on allait faire ça, notamment en travaillant sur l'organisation. Voilà l'organisation de l'équipe de test il y a encore 1 an, enfin 1 an et demi on va dire. On était découpé comment? Une équipe bien externe, du coup complètement impartiale, mais aussi complètement à la merci de la réalité produit et de la roadmap. Donc on a une équipe dev web en vert là-haut qui travaille sur son produit web et qui montre à son market très régulièrement comment avance le produit. Pareil pour Dev Mobile, pareil pour Dev GPS, et puis au milieu des testeurs qui se promènent, des experts de test, qui se promènent entre la release web, la release mobile, avec des releases fortement tuées. Mais qu'est-ce qu'on fait? On pousse les feux plutôt sur le produit phare du moment. Naturellement, et je pense qu'on a des gens au fond de la salle qui sont de purs agilistes qui diront bah oui, évidemment, c'est vers ça qu'il faut se tourner. On met les testeurs dans la Scrum Team, dans la mêlée agile avec les devs. Effectivement, on aurait rapproché les développeurs et les testeurs en faisant ça. On aurait pu du coup assurer du test en continu et régler quelques problèmes. Indépendamment du fait qu'il faille découper quelqu'un en 2. C'est pas toujours très pratique. On a un petit peu réfléchi, puis on s'est dit que c'était pas forcément la meilleure solution de faire ça. Donc on en a imaginé une autre, en fait. Et c'est cette version hybride qu'on a mis en place chez MAPI il y a maintenant 1 an, et qui fonctionne. Alors elle fonctionne pour MAPI. Je vais vous raconter un petit peu comment elle fonctionne. Donc vous avez toujours la mêlée web en haut, la mêlée mobile en haut à droite, et la mêlée Dev GPS en bas à droite. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que la mêlée actuelle, on l'a entremêlée avec les autres mêlées. Donc on a pris quelqu'un de... Donc, un bon testeur d'équipe quand même, quelqu'un qui s'y connaît bien et qui connaissait déjà bien le produit web. Et puis on lui a dit, maintenant, tu as le cul entre 2 chaises, tu fais partie de la mêlée web et tu fais partie de la mêlée actuelle. Et au quotidien, cette personne ne travaille que sur des produits web, va à tous les stand-up de l'équipe web, à tous les sprint planning de l'équipe web, à toutes les rétros de l'équipe web. C'est une personne de l'équipe web. Il est membre à part entière de l'équipe dev web. Mais il est aussi membre à part entière de l'équipe actuelle. Donc il vient à tous nos stand-up, il fait partie de nos sprint planning, il fait partie de nos rétros. Il est dans 2 équipes en fait.
Et du coup, on a bien la possibilité d'assurer du test en continu sur le web. C'est cette personne qui s'assure qu'en continu, toutes les stories qui vont être démontrées à la fin de l'itération sont bien spécifiées certes, mais que les cahiers de tests sont toujours rédigés, que les tests sont organisés, et c'est aussi lui qui va gérer la stratégie de test. Voilà. Est-ce que vous avez déjà des questions si vous regardez ce graphique, ou il vous semble assez clair, Monsieur Pi? Alors les 4 autres. Au quotidien, en fait, l'équipe de test ne peut pas être que 3 personnes. Donc les 4 autres, en fonction de la priorité du moment, vont aider le référent, on l'a appelé référent, le référent actuel web, à rédiger les cahiers de test du moment ou à dépiler la recette du moment. Mais, donc ce sont des renforts et c'est le côté impartial de l'équipe de test. Parce que l'équipe de test, du coup, ces 4 personnes-là, n'ayant pas d'affinité plus forte qu'avant avec l'équipe web ou avec l'équipe mobile, reste complètement impartial. Et comment ça se gère au niveau de priorité? Parce que justement, s'ils vont aider les uns et les autres, il faut bien qu'ils... Alors la priorité, on la gère comme avant. C'est-à-dire qu'en fonction de l'actualité chaude du moment, les 4 testeurs vont se promener plutôt sur du web ou sur du mobile. Et ce qui est sûr, c'est qu'on assure que le référent web ne fait que travailler sur du web. Donc si l'actu du moment, c'est sortir l'appli iPhone V5 parce qu'elle doit faire un buzz, et qu'on doit être sûr de ne pas avoir de bug, effectivement, il va y avoir 5 personnes qui vont travailler sur le mobile, mais on en aura toujours un détaché au web et toujours un détaché à GPS. Et c'est ce qui nous manquait avant, de sanctuariser une personne à temps complet sur chacun des produits pour assurer le continuous testing. Et ben on va en prendre 2 dans le pool de testeurs, on va les mettre sur le web, puis 2 autres sur le mobile, ou 1,5, ça va dépendre de l'actu. Et puis de la direction qui va nous imposer la priorité est là ou là, mais je leur remonte les priorisations, je leur demande d'arbitre. Non, les référents ne sont pas supérieurs hiérarchiques des 4 testeurs. Donc la répartition du travail des référents se fait conjointement avec les responsables de l'équipe. Une dernière question avant qu'on change de slide. Le testeur métier, il est où? Le testeur métier. Le PO, celui qui définit le produit, il est déjà... Alors oui, effectivement, je vous ai écrit 6 devs web. En vrai, c'est 6 devs web plus un PO web, le représentant marketing. Mais là, on parle bien... oui, effectivement, ça se voit pas, mais il est bien dans le vert aussi. Mais il était déjà dans le vert avant. J'avance? Ok. Je vous fais un premier bilan du coup sur ma fille, puis ensuite Vittorio s'amusera à raccrocher les wagons avec son point de vue. On a mis en place donc une personne qui est pilote de recettes. Il est vraiment côté actuel pilote de recettes. C'est lui qui est expert produit d'un point de vue test. C'est lui qui gère les cahiers de test, qui gère les stratégies de test, et il s'appuie sur le pool d'experts test à côté pour être capable d'assumer toute la charge de travail. D'un point de vue dev, on a un représentant qualité au quotidien, qui assure une présence forte dans les équipes, une validation des stories au plus tôt, c'est lui qui pilote les bug meetings et qui représente un lien fort avec le market et les devs. Du coup, grâce à ça, on est passé en continuous testing. On n'a aucune story qui passe en démo sans être passée entre les mains d'un testeur. On a réussi à raccourcir les recettes, à les rendre beaucoup plus simples. Alors la déferlante de bugs qui pouvait arriver quand on commençait à regarder un petit peu ce qui se passait sur une release, ça n'arrive plus aujourd'hui, maintenant qu'on est en continuous testing. On n'a plus ces déferlantes de bugs en début de recette. La roadmap peut s'accélérer, parce qu'effectivement, comme on raccourcit les recettes et qu'on voit qu'on est capable d'absorber une charge de travail accélérée, ça s'accélère. Et le lien fort s'est créé entre dev actuel et market. Accessoirement, je mets un point qui est ouverture actuelle. Ça nous a permis aussi de mettre en place un référent testeur, un référent actuel dans les équipes de dev, de travailler notre discours, de vulgariser ce qu'on fait dans l'équipe de test et mieux l'expliquer à des développeurs, mieux l'expliquer à un PO, mais vraiment mieux travailler sur notre communication. Et ça c'est aussi un des facteurs clés de cette transition. Au bilan, au final, tout le monde est content, y compris les testeurs. Donc ça marche bien. Alors, conclusion rapide avant de vous laisser la place pour quelques questions.
Bon, la question c'était comment mettre les testeurs au service de l'agilité et qu'est-ce qu'on pouvait réutiliser de nos pratiques de test. Et on a vu que, au travers de ce que je vous ai présenté et de ce qui est mis en place chez MAPI, il y a des choses qui permettent d'apporter énormément au projet de test, notamment en mettant ce rôle que Nicolas appelait référent de test ou pilote de recette, en redéfinissant ce rôle pour les projets agiles, en lui attribuant finalement toujours les mêmes tâches, la partie planification spécifique au test, la documentation, la gestion des plans de test, des stratégies de test et du reporting. Et puis cet aspect très relation, interface avec les autres équipes. L'intégration de l'équipe web, enfin test AP applicatif et des équipes de dev, comment se passe l'intégration avec les équipes serveurs? Dans le cas où il y a des interactions avec la partie serveur, vous avez des sprints a posteriori d'intégration? Comment vous gérez cet aspect? Alors, nos équipes serveurs, comment répondre à cette question? J'en ai plusieurs. D'un point de vue test de perf, nos équipes serveurs travaillent de manière très proche avec les testeurs de perf. Et du coup, dès qu'il y a un livrable qui existe, dès qu'une fonctionnalité est démontrable, elle est tout de suite secouée par l'équipe perf. Maintenant, d'un point de vue qualité de ce qui sort du serveur, concrètement, est-ce que c'est toujours le bon ET qui est calculé entre Paris et Rennes? C'est beaucoup porté par les développeurs aujourd'hui. Et suite à cette organisation avec un référent actuel dans les équipes de dev, il se trouve qu'on commence à toquer à la porte de l'équipe là et de nous demander un référent serveur. Donc c'est un des next steps qui arrive, mettre en place quelqu'un qui soit dédié à la qualité, qui ait bien cette casquette actuelle externe, mais qui fasse quand même partie de la mêlée dev et les serveurs. Parce que je vous l'ai fait très simple, mais en fait il y a plusieurs équipes serveurs chez nous. Voilà, ça répond à votre question. Oui, bonjour. Par rapport à votre organisation justement cible, moi je vois un frein et j'aimerais savoir comment vous l'avez résolu. C'est l'équipe des 4 testeurs. Ils doivent aussi bien connaître les applications web, mobile, GPS, comme aussi les outils de test qui sont différents pour tous ces tests en fait. Comment avez-vous résolu justement? Est-ce que c'est par la formation ou il y a quand même des gens dédiés? Alors en fait, c'est pas un frein, mais c'est un moteur. L'équipe de test est très motivée et très contente de travailler sur plein de produits différents. Prenez un testeur, si vous le faites travailler pendant 1 an et demi sur une appli iPhone qui évolue énormément, certes, mais ça reste quand même beaucoup la même interface graphique, il y a un turnover assez important. Là, on est sur une équipe qui, le lundi et le mardi, travaille plutôt sur iPhone, le mercredi et le jeudi sur Android, la semaine suivante sur le web, puis sur web mobile, puis sur iPad. Donc c'est pas un frein, mais c'est un vrai moteur. Ensuite, le côté partage de connaissances. Alors les outils sont les mêmes, on utilise les mêmes outils, on est sur du test manuel. Hein. Donc il y a encore des gens qui font que du test manuel d'un point de vue fonctionnel. Ensuite, sur les serveurs, on a un découpage par composants et par API qui nous permet de mettre en place beaucoup de tests automatiques. Mais sur la partie application, on est en test full manuel. Donc les outils sont les mêmes, on est sur du TestLink, Jira, là-dessus il n'y a pas eu de problème. Et ensuite effectivement, quand quelqu'un rejoint l'équipe test actuelle app, les testeurs fonctionnels, bah oui, il doit découvrir l'appli iPhone et l'appli Android et le site web mobile, mais c'est ce qui rend sexy leur nouveau en fait. Vous faites le lien entre les tests manuels et les tests automatisés? Le lien. Du coup, il n'y a pas de. Pour faire de la non-régression, des choses comme ça, il n'y en a pas ou comment ça se passe? Les deux cohabitent en même temps et on essaye de centraliser l'information au même endroit. Mais oui, on s'appuie sur les tests manuels pour enrichir les tests automatisés côté serveur. Mais enfin, c'est deux choses qui cohabitent très bien sans avoir besoin d'un lien fort. On n'a pas mis en place d'outils pour les lier. Il y a une transmission qui se fait, vous complétez des documents, des mettre à jour. Pas des documents, en fait, les tests auto, on a les résultats à travers Jenkins ou une interface qu'on a développée pour centraliser un peu tous les résultats. Et puis, côté test applicatif, on a des bilans de fin de test pendant les campagnes de test, ou alors des bilans sur la validation d'une story. Mais ça reste juste de la glue qui est faite par le référent ou le responsable de l'équipe de dev, ça discute. Une question qui rejoint un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure, mais plutôt côté validation métier. Nous, on vient à l'agile aussi, mais finalement, c'est beaucoup un découpage technique qui a été fait par l'IT dans les backlogs. Donc les métiers, aujourd'hui, on a du mal à s'inscrire dedans. Et finalement, par exemple, pour faire du bout en bout, on se retrouve, nous, derrière, à dire « mais moi, je dois attendre
un certain nombre d'éléments que tu vas me fournir dans différents sprints avant de pouvoir faire une vraie validation métier de bout en bout. Nous, on a beaucoup de mal avec ça. Est-ce que vous avez aussi ces problématiques chez Mappy, des projets de tests purs qui arrivent des fois derrière? Effectivement, si on doit introduire, pour un exemple qui va être concret, introduire le trafic dans le cadre d'une itinéraire, tant que c'est pas fait côté serveur et que ça n'a pas été consommé par un client, on ne le voit pas. Donc on a des stories comme ça qui arrivent très tard et qui ne sont testables qu'une fois que toute la chaîne a été mise en place. Bah, tant pis. Déjà on la teste dès que c'est visible dans un produit. Et j'ai pas de meilleure réponse. Vous ne faites pas des sprints de tests purs? Par exemple avec juste une équipe de test qui va... On a des sprints qu'on appelle un peu stabilisation. Effectivement, on est quand même en mode release. On n'est pas encore en continuous delivery en prod. Donc on a quand même des releases qui sont raccourcis, mais ça reste des releases. Et du coup, sur les 2 ou 4 semaines avant la MEP, oui, on a des phases de recettes et des phases d'atterrissage pendant lesquelles les développeurs travaillent plutôt sur le produit N+1 ou à fixer les derniers problèmes avant MEP. Oui, on a bien des releases de stabilisation. Chez certains clients, je peux compléter la réponse. Il y a des sprints agiles qui sont faits surtout au niveau technique, fonctionnel, le premier niveau, et qui sont faits, ce sont ces sprints-là qui sont répétés. Et puis il y a des tests plutôt au niveau acceptation utilisateur qui sont faits par période. C'est-à-dire une fois que le sprint de dev et fonctionnel de premier niveau a fourni suffisamment de user stories pour construire une user story complète, on enclenche des sprints spécifiques sur les tests d'acceptation. Dans la continuité de ce qui vient d'être dit, est-ce qu'on peut avoir un exemple de bout en bout en fait, de la partie analyse jusqu'à test d'acceptation et donc mise en production d'un sprint? Je m'explique. Il manque juste un petit détail concernant à la partie de l'analyse. On va développer. Je voudrais savoir les tests unitaires, les tests d'intégration, donc les tests, on va dire, fonctionnels par les testeurs, puis les tests d'acceptation au niveau des gestions des environnements. Et le qui fait quoi? Surtout, les tests d'intégration, c'est quelque chose qu'on oublie, on a du mal à le placer dans le mode agile. Qui le fait? Est-ce que c'est l'analyse technique? Est-ce que c'est le testeur? Est-ce que c'est l'architecte? Voilà, c'est cette partie-là. Chez Mappy, maintenant, ça n'est que notre contexte. Les deux premiers, donc test unitaire et test d'intégration, sont faits par les équipes de dev. Donc voilà, c'est en dehors du scope de l'équipe actuelle app, et c'est pour ça qu'ils sont très automatisés et ça s'appuie sur des technos qui dépendent de chacune des équipes de dev. Dans l'environnement d'intégration continue, on utilise quand même les banques de tests, les différents cas de tests, on les utilise sur nos environnements d'après, notre environnement qu'on appelle recette, prod et même en prod. On utilise ces mêmes cas de test et scénarios de test, on les joue sur les environnements d'après. Mais ils sont maintenus et mis en place par les équipes de dev, les équipes qui développent. Ouais, je confirme, c'est souvent très proche, les tests d'intégration, ils ne sont pas oubliés, mais ils sont souvent très proches des tests de dev. En fait. Ils sont très souvent inclus dans les cycles d'intégration continue. À chaque jour, quelque chose est développé, et il y a des tests d'intégration qui sont parfois automatisés pour permettre justement de livrer un produit global, stable à la fin du sprint. Donc en fait par les développeurs. C'est plutôt côté développeur. Donc c'est des personnes qui sont formées dans le métier. Qui sont sensibilisés au test. Des scénarios. C'est des développeurs de 2014, les développeurs de 2014 bossent beaucoup en TDD. Je ne sais pas comment répondre. Oui, alors chez Mappy, peut-être qu'on a une population très jeune et ils sont sensibilisés au test déjà. Dernière question. Oui, la dernière. J'ai compris que vous avez des sprints de 2 semaines. Oui. Le test attend la livraison du sprint pour commencer. Donc elle teste à la fin de chaque user story. Exactement. Dès qu'une story, donc il y a un stand-up meeting dans l'équipe de dev mobile par exemple, dès qu'une story est annoncée comme done, en fait elle doit être démontrable. Donc le développeur qui annonce que c'est done doit pouvoir arriver avec un terminal et montrer la story, et du coup derrière le testeur envoie direct ses premiers tests. Comment vous arrivez à... Comment dire ça? Comment vous arrivez à la fin du sprint, normalement vous faites une démonstration au client? Enfin On le fait, oui. Est-ce que vous avez le temps de tout tester, sachant que
Normalement, il y a un décalage, je vois pas comment c'est possible en fait. Les stories sont très petites. C'est mettre en place, changer la couleur du bouton sur Donc ça veut le dire que troisième le écran. développement s'arrête un certain temps avant la fin du sprint pour que le testeur ait le temps de... Le développeur n'attend pas le testeur. Là, ça c'est sûr. Donc effectivement, quelque chose qui a été développé le jeudi soir ne sera pas testé avant d'arriver en démo. Mais en fait, souvent, si c'est développé le jeudi soir, il ne le montre pas sur la démo du vendredi matin. Il préfère le garder sous le coude pour le montrer à la démo suivante. Parce que c'est un peu trop casse-gueule. Mais on est sur des délais très très courts. Qu'est-ce que vous pensez d'une organisation qui ferait aussi des sprints de tests en décalé? Ça peut dépendre du Vous avez contexte. déjà essayé? Disons que notre premier passage à l'agile ressemblait un petit peu à ça. Quand je vous ai dit qu'on était en complet EV et qu'on attendait, c'est pas tout à fait vrai. On avait quand même essayé de dire ah tiens attention, il y a tout un lot de fonctionnalités qui est dispo, on va commencer à le tester sur l'itération suivante. Mais on était déjà un peu trop loin en fait. Ouais, ça va dépendre du contexte. Hein. Il peut y avoir des équipes avec lesquelles ça fonctionne. Mais chez Mappy, on a préféré vraiment se rapprocher et dire dès que c'est done, ça doit être démontrable, donc ça doit être testable. Done, c'est testé par l'équipe de test. Dans le done, il y a le test. Non, dans le done, il n'y a pas le test. Derrière, on a mis une colonne validée en fait pour entrer dans le bref. Pour être très transparent. Qui peut être sur un autre sprint. Qui peut être sur un autre sprint, oui, sur les 2 derniers jours du sprint, effectivement, il y a des choses qui dépassent sur le sprint dernier. D'accord. Par contre, j'en reviens à votre deuxième question sur le fait d'avoir des sprints de tests séparés des sprints de dev. On le rencontre dans certains projets en décalé, c'est-à-dire qu'il y a un premier sprint qui va être dédié aux devs, tests unitaires, tests d'intégration, et les tests plutôt système et acceptation sont eux décalés et démarrent avec le deuxième sprint de dev. Donc ça, on l'a rencontré. Il y a la difficulté qui se pose, c'est qu'à un moment donné, il faut resynchroniser les deux. Et très souvent, en fait, il y a un dernier sprint de test qui est fait pendant que les développeurs font surtout de la correction d'anomalies. Voilà. Le tout dernier sprint normalement. Mais bon, ça dépend, encore une fois, j'en reviens à la remarque de Nicolas, ça dépend beaucoup du contexte en place, et des gens, et des personnes, et du mode de fonctionnement existant. Je crois qu'il faut... On laisse la main, c'est ça? Oui, voilà. Je vous propose de continuer cette discussion, il y aura une pause tout à l'heure. Je remercie encore Vittorio et Nicolas pour cette présentation. Et nous allons passer à la suivante.